Allez, c'est parti Rosita, t'es prête? C'est parti, je suis prête, oui. Eh ben, Bonjour. écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous recevoir tous en ligne aujourd'hui pour ce webinaire sur le sujet du Return on Learning. Nous sommes le mercredi 25 septembre, il est 11h02. C'est parti en direct de Good Habit France. Je suis Damien Boyer, je suis Success Coach chez Good Habit. Et j'accompagne les directions des ressources humaines, les directions de la formation, les directions L&D comme on les appelle, dans des grands groupes internationaux comme Air France et dans de plus petites organisations aussi. Et j'accompagne du coup ces directions sur la montée en compétences de tous leurs collaborateurs. Tout le monde aujourd'hui dans les entreprises est concerné par la formation professionnelle, quel que soit votre niveau hiérarchique, quelle que soit votre fonction, votre expérience. Donc, nous sommes en direct de Good Habits France et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Rosita Piccolo, qui est chef de projet Digital Learning et Innovation chez Air France, et Delphine Moncorgé, qui va nous rejoindre d'ici peu, qui a un petit souci sur la route, mais on va l'attendre avec impatience, qui est fondatrice, Delphine Moncorgé, qui est fondatrice de Jao Learning. Rosita, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Voilà, je travaille à Air France, plus précisément au campus qui est l'université d'entreprise d'Air France. Et mon rôle est, voilà, chef de projet Digital Learning. Mais je suis à la formation depuis quelques années déjà. Et en général, à Air France, j'ai aussi couvert d'autres fonctions, pas que à la formation. Je commençais au commercial et puis passé aussi à l'escale de Roissy-Charles de Gaulle. Et voilà, et depuis quelques années au Digital Learning. Et donc aujourd'hui avec vous, et on va parler de évaluation Return on Learning. Ouais, c'est ça, ou comment mesurer l'impact des actions de formation que vous mettez dans les organisations. Merci beaucoup, Rosita. Delphine, ayant quelques minutes de retard, je vais du coup prendre la charge de pouvoir la présenter. Delphine Moncorgé, du coup, est la fondatrice de Jao Learning depuis 2023. Mais Delphine, elle a une longue expérience d'une bonne quinzaine d'années dans les directions des formations de grands groupes internationaux, d'entreprises françaises internationales et aussi de plus petites organisations. Je laisserai peut-être le soin à Delphine lorsqu'elle arrivera de se présenter un petit peu plus en détail. En tout cas, nous sommes aujourd'hui présents pour vous parler de ce fameux role, le Return on Learning, ou le ROI de la formation, le retour sur investissement de la formation. On sait, il y a des méthodes, il y a des process, il y a des choses qui sont des méthodes qui sont connues, d'autres qui le sont un petit peu moins. Nous sommes ici, du coup, avec deux spécialistes dans ce domaine. Et j'aimerais que, Rosita, est-ce que tu pourrais peut-être donner une définition pour toi, avec ta propre vision de ce qui est le ROI de la formation ? Alors, l'héroïne de la formation, oui, je pense que toute l'audience qui est aujourd'hui présente ici partage le fait que vraiment c'est le Graal de la formation, hein, le Return on Learning, tout le monde le cherche. Et alors, c'est difficile à trouver parce qu'il n'y a pas vraiment d'indicateurs qui sont valables tout le temps, partout. Donc, ma définition, c'est vraiment le moteur de la formation parce que les formations aujourd'hui, elles sont assez, comment dire, on trouve beaucoup de formations assez alléchantes, sexy, très bien organisées, etc. Mais est-ce que ces formations ont vraiment un impact? Et alors, pour moi, dans mon travail, c'est pour moi le moteur de la formation, avoir vraiment un impact à la fin de cette formation qui peut être parfaite, mais est-ce qu'elle a vraiment laissé quelque chose auprès de nos collaborateurs? Ouais, merci beaucoup Rosita pour cette définition très claire. En effet, c'est quoi? C'est avoir la capacité finalement à les quantifier et qualifier ces fameux bénéfices ou les avantages de la formation et de pouvoir dire oui, tu es bien monté en compétences et il y a bien eu un retour sur investissement sur ce sujet. Et puis d'un autre côté, il y a une deuxième notion, c'est aussi pour aller défendre vos budgets. Pour aller prendre des décisions aussi d'investissement dans vos organisations, optimiser les mesures existantes aujourd'hui. Quand vous avez évidemment un return sur learning dans le passé, il est tout de suite beaucoup plus facile d'aller vendre un projet évidemment à votre direction pour pouvoir débloquer les budgets pour ces formations.
Est-ce que, Rosita, chez Air France, du coup, est-ce que tu as, de ta propre expérience, est-ce que tu as prévu, est-ce que tu as déjà mesuré dans le passé l'impact d'une formation ou d'un projet de formation? Bien sûr, ça arrive assez souvent. Ce n'est pas systématique, je dois dire, mais j'ai observé une augmentation de demande par rapport voilà, à l'impact de la formation. Disons qu'aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, c'est un choix. Quand on choisit un prestataire, par exemple, est-ce que voir quel impact ont ces formations et je trouve que ça fait la différence parmi une offre qui est vraiment pléthorique essentiellement sur le digital learning. Complètement. On voit, hein, c'est sur ce qui s'affiche sur votre écran, ces fameuses différentes étapes d'un projet de formation. Les étapes sont nombreuses, il y a beaucoup de travail évidemment à faire, hein, sur ces différentes étapes. On va se focaliser aujourd'hui vraiment sur cette fameuse évaluation. Comment est-ce qu'on peut, grâce à l'ADI, hein, effectuer une analyse pour aller designer, développer, implémenter et évaluer finalement toute cette notion de la formation. En effet, aussi, Rosita, je ne sais pas si c'est le cas à l'Université d'Air France, il y a des moments où en fait ça devient obligatoire, ce retour sur investissement et sur ce return on learning, d'aller mesurer, d'aller quantifier finalement ce retour sur investissement. Il y a des cas où c'est obligatoire. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, nous, disons qu'on utilise une panoplie d'exemples que je pourrais vous partager, évidemment. Là, dont tu parlais tout à l'heure, on parlait d'évaluation obligatoire. Effectivement, c'est dans le cadre des Calliope. Dans le cadre des Calliope, on doit envoyer un système d'évaluation à nos apprenants, que ce soit à chaud et à froid. Et alors, c'est des évaluations qu'on utilise, bien sûr, et qu'on trouve intéressantes. Mais comment dire, le revers de la médaille, c'est qu'en fait, elles sont assez rigides et parfois ne s'adaptent pas à ce qu'on voudrait vraiment poser comme question à nos apprenants. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Parfois, on double d'un autre formulaire, à part comment dire, le formulaire standard, d'un autre formulaire qui est comment dire, fait ad hoc et qui va un peu plus loin dans les questions qu'on voudrait poser. Donc, ça demande évidemment du travail, que ce soit en amont et après aussi interpréter, analyser tous les retours. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de ce qui est comment dire, obligatoire. Mais il y a d'autres exemples qu'on fait. Par exemple, on est assez, comment dire, c'est assez suivi chez nous, la possibilité, depuis le LMS, d'évaluer avec un système de rating nos formations. Et je dois dire que pour les formations digitales, ça fonctionne assez bien. Et aujourd'hui, j'ai un score environ de 80% de formations qui sont évaluées, ce qui, je trouve, est assez intéressant. Et en plus, c'est assez spontané. Je ne dis pas qu'il soit totalement spontané parce que c'est à l'issue de la formation qu'on demande à l'apprenant d'évaluer, mais il pourrait tout à fait ne pas évaluer. Et même les 50% laissent un commentaire. Et donc, c'est toute une richesse d'évaluation et de commentaires qui nous aiguille et disant, voilà, ce produit fonctionne bien ou attention, ce produit peut-être n'a pas fonctionné comme on espérait. C'est le principe de la satisfaction, hein, Rosita. Exactement, de la satisfaction. Et quand je me dis que si un apprenant a pris le temps d'évaluer, de laisser son commentaire, c'est que ça l'a quand même marqué d'une façon ou d'une autre. Donc, parce qu'aujourd'hui, on est assez bombardé d'évaluations partout. Et donc, s'il a pris ce temps-là, c'est que quand même la formation lui a laissé quelque chose. Donc, c'est déjà un premier niveau d'impact. Voilà. Oui, complètement. Je reviens un petit peu en arrière. Ne m'en veuillez pas à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir du coup Delphine qui est arrivée parmi nous. Je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il est important que Delphine, bien entendu, puisse se présenter. Bonjour Delphine, comment ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Je disais du coup tout à l'heure, avant ton arrivée, que tu étais fondatrice de Jao Learning et que tu as une quinzaine d'années d'expérience dans
les directions de formation de grands groupes. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, Delphine, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Donc en fait, moi j'ai 14 ans dans l'univers learning. J'ai travaillé en alternance dans des universités d'entreprise et des organismes de formation. Donc les universités d'entreprise, c'est par exemple Bouygues Télécom, l'Académie Bouygues Télécom et l'université, la WHU, donc chez Webhelp, maintenant qu'on appelle Concentrix. Et les organismes de formation, c'est First Group et GNFA, qui est un organisme de branche des services de l'automobile. Et en fait, au cours de ces 14 ans, j'ai occupé un peu tous les métiers, depuis formatrice jusqu'à directrice de l'offre, du marketing et de la communication, en passant par responsable pédagogique, chef de projet formation, qui inclut du coup le digital, etc. Donc j'ai un peu tout pu voir de l'intérieur et du côté OF. Donc j'ai une bonne vision de la façon dont ça se passe des deux côtés, des demandes, des réussites et des trucs à améliorer. Toujours, merci beaucoup Delphine de nous avoir rejoints. On le disait tout à l'heure, différentes étapes dans un projet de formation global. L'analyse, le design, le développement, l'implémentation. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur l'évaluation. On va avancer, Delphine, désolé, mais je vais te mettre au cœur du réacteur tout de suite. Allez. On a échangé avec Rosita qui nous a donné quelques premières billes finalement sur la manière dont est évalué et mesuré l'impact de la formation chez Air France. C'est divers, c'est varié, ça dépend aussi des projets du coup de formation que vous avez, qu'ils soient distanciels, présentiels, hybrides, etc. Les techniques sont nombreuses, mais je me souviens, Delphine, j'ai cru voir passer sur LinkedIn une petite vidéo qui présentait, alors je ne sais pas si c'est celui-ci ou celui que nous allons présenter après, c'est un premier modèle. On vous avait dit qu'on vous proposerait des solutions pendant ce webinaire pour pouvoir vous aider, vous aussi, direction RH, lundi, des formateurs, etc., des HRBP aussi peut-être dans l'audience. Est-ce que tu peux nous parler de ce modèle de Kirkpatrick, s'il te plaît, Delphine? Oui, et avant d'en parler, en fait, je voudrais juste rappeler que une action de formation, quand même, la base, c'est que ça se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc, sans objectif à mesurer, pas de formation. Déjà, on pose les bases. Donc, on peut être sur la sensibilisation, l'information, etc. Mais si on n'a pas fixé un objectif professionnel à atteindre, on ne peut pas vraiment parler de formation. Donc, si on a ça en tête, on va pouvoir comprendre les différentes étapes du modèle de Kirkpatrick, puisqu'en fait, il y a 4 niveaux, et le niveau en fait final, c'est le résultat, donc l'atteinte de l'objectif professionnel. Donc, si on commence par ce niveau-là, donc le niveau 4, l'objectif, c'est d'arriver à atteindre ce niveau et à voir quelque chose en termes de résultats professionnels. Et pour y arriver, on doit passer par le niveau 3, qui est un niveau où on voit des changements en fait, de comportement, des changements de pratique, faire différemment, etc. Donc, si on fait ce niveau 3, on peut permettre d'arriver au résultat au niveau 4. Et pour voir des changements de comportement, de pratique, il faut d'abord passer par le niveau 2. Et le niveau 2, c'est quoi? C'est apprendre des choses. Donc, apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, avant de pouvoir les mettre en œuvre et donc de faire un changement et de voir des résultats. Vous voyez le truc? Et donc, le dernier niveau, on peut dire que c'est, le dernier niveau qui en général est le seul qui est évalué, le niveau 1, c'est de passer un bon moment, d'être dans des conditions agréables, en bonne compagnie, avec une organisation qui est aussi pertinente pour l'acquisition de ces compétences. Et voilà. Donc, on commence par le niveau de qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif professionnel. Du coup, quels sont les comportements qui doivent être modifiés, niveau 3. Ensuite, quelles sont les connaissances et compétences que je dois acquérir pour faire ça? Et puis après, simplement, quelles sont les conditions favorables pour que tout se passe bien? On voit bien que finalement, évaluer juste le niveau de base, le niveau de satisfaction des conditions, ça ne suffit pas pour mesurer l'efficacité de la formation. C'est une condition de base, mais ça ne suffit pas. Et j'aime bien prendre ce parallèle-là, et du coup, je vais l'adapter puisqu'on est avec Rosita de Air France. C'est comme si
les personnes qui prévoyaient un voyage en avion se disent j'adore l'agencement de la cabine, vraiment dans ces avions c'est top, c'est trop génial. J'aime bien le personnel, le PNC, ils sont très sympas, très gentils, j'adore dans cette compagnie, c'est trop génial. En plus ils ont un choix de films et de menus au top, mais bon, j'achète pas. Donc en fait, si tout est satisfaisant, mais qu'il n'y a pas de transfo d'un point de vue achat, en fait, ceux qui vont déclencher, payer cette étude de satisfaction, ou en tout cas ceux qui déclenchent les actions marketing en lien, ne vont pas être satisfaits. C'est pareil sur la formation. Si on est satisfait du formateur, de la salle, du menu, de l'ambiance, etc., mais qu'au final, on n'apprend rien, ou si on apprend des choses, on ne les transforme pas en comportement, au final, ça n'aura servi à rien. Et les commanditaires, ceux qui payent, en fait, ne seront pas satisfaits non plus, puisqu'il n'y aura pas de résultat tangible à évaluer. Ouais, c'est finalement une combinaison un petit peu de ces 4 étapes qui sont affichées sur votre écran. J'aime beaucoup ce que tu dis, Delphine, sur cette première étape, sur la réaction, passer un bon moment. En fait, quand on parle d'apprentissage, on parle aussi d'ancrage. C'est comment est-ce que j'ai ingurgité d'abord et ensuite digéré tout ce que j'ai à apprendre. Et cette notion on fait du e-learning chez Goodhabits, bien entendu, mais on a bien compris que le modèle qui convient aujourd'hui, c'est de remettre l'humain et de faire en sorte que les gens se parlent, fassent du social, fassent du peer-to-peer, fassent de la bonne pratique. Donc c'est des difficultés, c'est pas évident parce que on a de la formation encore des formats de formation qui sont différents. Quand on fait des formats présentiels, on va évaluer aussi la formation d'une manière différente que si ce sont des personnes, des apprenants qui sont seuls derrière leur machine. Il y a différentes techniques. Et en voici une. Merci beaucoup, Delphine, pour ces précisions sur ce modèle de Kirkpatrick. Pas facile à mettre en place, mais il y a plein d'outils pour aller plus loin et essayer de mettre en place ces fameuses différentes étapes. Et bien entendu, la réaction, l'apprentissage pour arriver jusqu'au résultat. Il y a des petites choses à faire, il y a des tâches à remplir sur chacune de ces étapes pour faire les choses dans l'ordre et faire les choses dans les règles de l'art. Un deuxième modèle qui me paraît important aussi, dont tu es, Delphine, un petit peu la spécialiste, c'est ce fameux modèle de Jack Phillips. Alors, on ne voit plus 4 étapes, mais ici 5. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, en fait, non, je n'en suis pas la spécialiste, pas du tout. D'accord, très bien. C'est simplement qu'à un moment donné, Jack Phillips a eu l'idée d'ajouter un niveau supplémentaire aux 4 niveaux de Kirkpatrick en ajoutant un niveau qui est celui du ROI. Mais le ROI, c'est comme pour tout, et moi qui viens du marketing, je peux te dire, c'est très difficile d'évaluer le retour sur investissement d'une action précise. En marketing, voilà, une campagne de pub, une promo, un machin, c'est très difficile d'isoler l'impact de cette campagne sur le chiffre d'affaires global d'un produit, d'un service, etc. Donc là, c'est pareil en termes de formation. C'est louable, son propos est très intéressant, mais c'est difficile à identifier comme étant l'action unique mesurable, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est de dire, est-ce que au-delà du changement de comportement, au-delà du changement donc, de pratique professionnelle et de comportement, combien ça rapporte en fin de compte sur le résultat d'entreprise. Si on prend cet exemple qui est le plus facile sur une formation des commerciaux, par exemple, où on dirait, voilà, on les a formés sur une nouvelle technique de vente, donc OK, donc ils ont appris les connaissances, les compétences niveau 2. Niveau 3, ils ont changé leur comportement, ils ont commencé à mettre en œuvre cette pratique. Niveau 4, on a vu des changements de résultats dans leur entretien de vente. Mais après, niveau 5, selon Jack Phillips, ce serait combien ça a rapporté financièrement à l'entreprise. Et ça, c'est hyper difficile de dire tout ça, c'est dû à la formation. Donc, c'est louable d'arriver à ce niveau. Après, il ne faut pas non plus que mettre en œuvre cette technique d'évaluation coûte plus cher que ce que le gain qu'on peut en tirer. Donc, voilà, c'est juste un petit alerte, mais c'est intéressant de le connaître, en fait. Ouais, j'aime bien ce parallèle avec le marketing. J'aime beaucoup le marketing. On investit en euros, combien est-ce que ça va rapporter derrière de chiffre d'affaires? Il y a des outils maintenant pour ça. Il y a des outils qui se développent aussi dans le domaine de la formation pour pouvoir aller évaluer
finalement, et avoir ce fameux ROI. J'investis 1 euro sur une personne, combien est-ce que ça va dans le futur finalement rapporter à l'entreprise, d'avoir fait grandir, d'avoir fait monter en compétences, d'avoir upskillé, maintenu à jour de ses compétences, mais aussi reskillé quand on veut faire un autre métier, quand on fait de la mobilité interne. Toutes les difficultés. J'aimerais pouvoir demander à Rosita quelques exemples très concrets de ce que tu as fait chez Air France. Encore une fois, la notion à l'université d'Air France de formation, elle est extrêmement large. Les populations sont diverses, sont variées. Il y a des commerciaux, bien entendu. Il y a du personnel navigant, du personnel au sol, des personnes qui accueillent du public. Est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, Rosita, qu'est-ce qui se passe chez Air France? Comment j'avais entendu parler d'une charte d'évaluation ou des sujets comme ça. Est-ce que tu peux donner quelques précisions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je voulais juste rebondir justement à ce qu'elle disait, Delphine. Et c'est hyper difficile de vraiment, comment dire, savoir qu'est-ce que ça rapporte. Parce qu'on n'a pas de, comment dire, très rarement, il y a des indicateurs objectifs. Et en tous les cas, les indicateurs devaient être définis depuis le commencement du dispositif de formation. Qu'est-ce que nous va nous dire que cette formation est réussie? Qu'est-ce qu'on essaie d'attendre? Parce que sûrement beaucoup de vous connaissent la phrase de Montaigne qui est former, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer une étincelle. Alors, à quel moment cette étincelle s'allume? À quel moment elle devient une vasque olympique? On ne sait pas si elle le devient. Donc, c'est très difficile. Mais, comme tu disais, Damien, on fait quand même des choses. On ne reste pas sans agir. Et on met en place différentes possibilités d'évaluation et qui nous permet aussi de voir quel est l'impact de nos formations sur nos collaborateurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure du système d'évaluation avec, on peut inspirer du social learning, donc avec un système de rating qui est, comme je vous disais tout à l'heure, assez suivi. 80% des formations sont évaluées. Avec un bon aussi retour en commentaire. Et voilà, les voir, franchement, ça me conforte dans mes choix et aussi me dit, OK, donc on arrive quand même à agir et avoir un impact sur nos collaborateurs, même si c'est assez difficile à évaluer ou à avoir une mesure qui soit applicable partout. Ce système d'évaluation, de rating, ça nous permet aussi vraiment d'appliquer, comme je disais, tous les codes du social learning. On a même mis en place une charte de modération. Ça veut dire que pour éviter quelqu'un qui pourrait, se lâcher un peu trop dans les commentaires et envoyer des commentaires non constructifs. Donc, on a créé une charte. Donc, la personne doit adhérer à cette charte et ça nous permet aussi éventuellement, dans des cas extrêmes, d'éliminer un commentaire si il va au-delà de la politesse. Donc, ça nous est arrivé une fois et voilà, tous les commentaires de tous nos collaborateurs, donc c'est extrêmement rare. Je vous parlais aussi du côté un peu plus, évaluation de formation demandée par Calliope. Donc, c'est un système d'envoi automatique de mails à chaud, donc après la formation, et à froid 3 mois après, pour mesurer l'impact de la formation sur nos collaborateurs. Parfois, ils sont doublés par des forms ou des Google Forms qui sont ad hoc pour certaines formations parce qu'on trouve que l'envoi systématique de mails automatiques ne couvre pas toutes les questions qu'on aurait voulu poser à nos collaborateurs. Et puis, troisième, c'est un nouveau projet pour lequel on met en place le mois prochain un POC. Donc, il s'agit d'un outil de micro-doing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner nos collaborateurs, nos stagiaires après la formation. Donc, à l'issue d'une formation présentielle ou à l'issue de certaines formations digitales identifiées, en fait, on propose de transformer les connaissances, les acquis en action. Et en se basant sur ça, sur les neurosciences et évidemment sur nos outils digitaux.
Et à la fin, à l'issue de cette expérience, c'est des campagnes qui sont ponctuelles. L'idée, c'est l'objectif, c'est que la personne non seulement transforme les connaissances en actions, mais aussi les actions en habitude. Donc, ça veut dire, voilà, je répète cette action fondamentalement en la répétant. Ça m'aide à la ancrer chez moi et à en faire une habitude. Donc, on est très excités à l'idée presque tout est prêt. Le sujet qu'on a choisi est le feedback. Donc, développer la culture et surtout le feedback en entreprise. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de participants partagent aujourd'hui. Pardon. Et donc, on est très excités de commencer et je suis sûre que ça va nous donner des indicateurs très intéressants sur le fait comment finalement on a réussi à accompagner nos participants en formation et qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Alors là, je pense qu'on aura vraiment des beaux indicateurs, en tout cas factuels et plus précis que tous les autres exemples que je vous ai montrés précédemment. Et ce micro-doing, Rosita, c'est quelque chose qui se fait en groupe, qui se fait en présence de formateurs? Est-ce que ça se fait de manière totalement individuelle? Non, Comment ça se alors, formalise vraiment, ce micro-doing? oui, en fait, il y a aussi une dynamique de groupe qui peut être déclenchée, mais essentiellement, c'est vraiment, comment dire, un moment où souvent après la formation, on essaie de se recentrer sur soi-même et on dit, mais qu'est-ce que je mets en place moi-même? Souvent, des formations terminent comme ça, avec un plan, qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Donc, c'est le passage à l'action dont on parlait tout à l'heure, mais après, c'est évanescent, on ne sait pas ce qui se passe après. Mais là, c'est l'accompagnement qui peut être individuel ou aussi il peut être de groupe. Ça veut dire, j'ai fait la formation avec d'autres collaborateurs qui, comme moi, veulent continuer et voilà, on va faire ensemble. Donc, absolument. Toute la difficulté, Rosita, d'aller évaluer justement cette formation, parce que d'un côté, il y a bien entendu les collaborateurs qui vont aller évaluer leur propre formation, et c'est aussi à nous, responsables RH et responsables L&D, à vous d'aller évaluer vos propres actions à vous. Il y a quelque chose qui a été fait assez concrètement, je crois, chez Air France aussi, sur cette notion de feedback, avec ce petit atelier de micro-doing. Alors, c'est un peu plus facile sur cette notion de feedback, qui est certes une compétence clé aujourd'hui dans toutes les organisations. C'est quoi ces petits ateliers, du coup, qui ont été mis en place en micro-doing? Je vais me retrouver dans un cas pratique, une situation avec mon manager ou avec une autre personne, et je vais démontrer finalement, lors d'un petit atelier assez court, j'imagine, puisqu'on parle de micro, mettre en place tout ce que j'ai appris finalement sur cette notion de feedback, c'est ça? Exactement. En fait, la culture de feedback, comme tu l'as dit, est assez importante aujourd'hui en entreprise et donc chez nous aussi. Alors, on essaie tous les canaux disponibles pour voilà, acculturer et faire en sorte que nos collaborateurs, les managers le mettent en place. Donc, on utilise soit la formation digitale, donc qu'on fait voilà, à son rythme quand on veut. On utilise aussi des ateliers qui sont des webinaires de 45 minutes où on parle d'actions concrètes. Et on utilise cette solution digitale de micro-doing à la fin, soit après la formation digitale ou soit après l'atelier en distanciel auquel on a participé. Donc là, c'est vraiment un voyage qu'on construit, un voyage de formation qu'on construit pour nos collaborateurs et qu'on essaie d'accompagner le plus loin possible. Et après, après, c'est à eux de passer vraiment à l'action. Mais en tout cas, on donne tout ce qu'on peut et on utilise à la suite les indicateurs pour voir combien on transformé en action, quelles actions sont les plus suivies, lesquelles ont plus de mal à effectuer. Et là, on va se poser des questions du pourquoi. Et donc, l'idée, c'est après, éventuellement, aussi changer le programme de formation. Est-ce que non seulement ça nous donnera une idée de ce que les collaborateurs mettent en place, mais aussi, est-ce que notre programme de formation, il est vraiment adapté? Voilà. Ouais, c'est vraiment cette notion d'amélioration continue et finalement, quand vous avez fait tout ça, si on parle de cette notion de feedback encore, ou quelle que soit finalement la compétence ou la méthode sur laquelle vous allez vous former,
c'est de transformer tout ça en fameuses habitudes, et j'ai envie de dire en fameuses bonnes habitudes. Exactement. On va travailler sur le feedback, 6 mois après, de se souvenir de ce sur quoi on s'est formé, ce qu'on a appris, ce qu'on a ingéré puis digéré, et de pouvoir le mettre en pratique avec une sorte d'automatisme, et d'en faire une fameuse bonne habitude. Delphine, est-ce que tu voudrais peut-être compléter ces exemples donnés par Air France ? En fait, je trouve ça génial. J'avais des questions moi, pour Rosita, c'est-à-dire du coup, et en fait, tu l'as dit, vous allez vous en servir pour améliorer la formation en mode amélioration continue par la suite. Est-ce que aussi il y a des moments, des temps qui sont prévus ensuite pour peut-être collectif, pour échanger entre les différents apprenants sur ce qu'ils ont pu faire chacun dans leur partie de micro-doing ou pas? Oui, absolument. Ouais. C'est, voilà, comme je te disais, c'est un POC, donc pour l'instant, on est en essai. Et en tout cas, c'est prévu non seulement, évidemment, des réunions de l'équipe formation, mais aussi aller voir, voir avec eux un échange absolument libre et volontaire sur qu'est-ce qu'est l'expérience, parce que finalement, chez nous, c'est la première fois qu'on le met en place. D'accord. Donc, on va être assez attentif à tout ce que cette expérience peut nous apporter, parce qu'elle elle n'est pas gratuite, hein. Donc, il faut là qu'on retrouve aussi le retour sur investissement, et puis pourquoi pas, si elle fonctionne bien, l'appliquer à d'autres sujets autres que les feedbacks, bien sûr. Oui, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, Delphine. Il ne faut pas que cette mesure de l'impact de la formation ait finalement un coût financier ou même de temps passé qui devienne supérieur finalement au concret de la formation. Au gain espéré, ouais, tout à fait. Et alors, donc, pour te donner un exemple, moi, ce que j'aime bien faire souvent, recommander en tout cas de faire, c'est combiner formation et coaching. Donc là, le micro-doing semble être finalement une façon un peu plus actuelle et personnalisée et plus courte surtout parce que notre attention diminue, notre temps de disponible. Donc, c'est chouette, mais moi j'aime bien donc combiner formation collective, coaching individuel, regroupement collectif pour faire le bilan des points de coaching individuel. Et finalement, ce que met en place Rosita dans son POC, c'est un peu ça, c'est-à-dire il y a une partie un peu collective et puis ensuite les micro-doing à faire individuellement. Si ensuite le POC révèle que donc c'est intéressant d'améliorer, il y aura une amélioration qui sera faite sur la formation initiale. Et moi, je rajouterais juste un temps collectif, mais bon, après, c'est sûrement ce qu'ils vont faire pour se dire tout ce qu'on a appris ensemble et peut-être apprendre les uns des autres sur ce qui a été fait, puisque comme c'est individualisé. Donc voilà, je trouve ça chouette parce que c'est vraiment, ça permet d'avoir un tronc commun collectif sur des compétences homogènes à acquérir et puis des points d'amélioration individuelle à travailler, puis regrouper sur, on est bien d'accord sur le process, la méthode, le machin. Ce qu'il faut conserver, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est assez efficace, qu'en plus, ça ancre dans le temps, donc on n'oublie pas, on ne suit pas la courbe des bingos, on n'est pas là fou à oublier au bout de 2 semaines. Donc, ça me paraît top comme process. J'ai bien envie de suivre ça avec Rosita. Oui, je te dirais, bien sûr. On se rend compte aussi que les KPI, finalement, les chiffres clés, ils vont être différents dans les organisations, dans les équipes, pour chaque personne. Et ça va être aussi toute la difficulté. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Tu le disais tout à l'heure, Rosita, c'est quoi ? Moi, je vais estimer que ma formation est réussie quand j'ai du temps passé, ou alors quand mes personnes, elles sont exactement capables d'aller reproduire systématiquement, automatiquement, tout ce qu'ils auraient appris. Donc, il y a une différente notion. Parfois, c'est du temps. Parfois, c'est 1 euro investi. Combien je vais avoir vraiment sur mon retour investissement, sur combien cette montée en compétences, comment d'un collaborateur, comment est-ce que ça a fait gagner finalement à l'entreprise. Un immense merci à toutes les deux pour ces exemples assez concrets. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Beaucoup de personnes se sont présentées. Je vais prendre mon écran juste derrière. Et tout à l'heure, on disait, il y avait une personne qui demandait est-ce que tu évaluais à chaud ou à froid ? Je crois qu'on a eu la réponse tout à l'heure, Rosita, tu en parlais, la question a peut-être été posée avant que tu t'exprimes. Tu le disais, il y a un certain nombre d'actions de formation, de mesures de l'impact de la formation qui sont faits juste après, à chaud, et puis aussi à 45 mois après, à froid. 3 mois après, ouais. Ouais.
absolument, les deux. Oui. Il y a ça. Est-ce qu'il y avait une autre question? Est-ce que tu veux en dire un petit peu plus, Delphine, sur cette évaluation à chaud ou à froid? Et qu'est-ce qui te paraît, qu'est-ce que tu as mis en place aussi, toi, dans ton expérience? Où ont été les meilleurs retours finalement? Alors, en fait, souvent, quand on parle d'évaluation à chaud et à froid, on est sur le niveau 1 de satisfaction. Donc, bon, vous connaissez mon point de vue maintenant, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, je serais plus sur faire alors, c'est toujours bien de le faire, on est d'accord. Et justement, souvent, si on voit des décalages entre à chaud et à froid, c'est que finalement, les personnes, avec le recul, se disent « c'était bien sympa, mais j'ai rien appris qu'à changer ma vie, et en tout cas, où je mets rien en place. » Donc, déjà, si on voit la différence entre à chaud et à froid, c'est qu'il y a un truc à creuser. Et justement, souvent là, on s'arrête là. On dit « Ah, c'était moins bien. » Bon. Et alors que c'est là où tout commence, en fait. C'est là où il faudrait creuser. Parce que, donc, on est sur la satisfaction. Donc, moi, je reviens sur l'évaluation des connaissances, mais aussi des compétences. Alors, bien évidemment, souvent, elle se fait à l'issue de la formation par un quiz, un test, une mise en situation. C'est bien. Refaire ça quelques temps plus tard, c'est rare, mais ça pourrait être super parce que justement, ça permettrait de voir du coup quelles compétences on a vraiment acquises dans le temps et qu'on met en œuvre, qu'on est toujours capable de mettre en œuvre quand on n'a pas le formateur à côté et qu'on n'a pas le truc bien à chaud là qu'on vient d'apprendre. Donc, est-ce qu'on a toujours la connaissance, la compétence? Et puis surtout, concrètement, dans son job, comment on le met en place? Et ça, en fait, je pense que c'est intéressant de questionner le collaborateur quelques temps après. Donc, quelques temps, c'est selon le type de formation, 1 mois, 3 mois, 6 mois, mais aussi son manager ou ses collègues, les personnes avec qui il est en interaction et qui sont capables, eux, n'ayant pas suivi la formation, d'observer un changement et une meilleure efficacité, on va dire, de son action professionnelle. C'est ça, en fait, qui marquera un vrai niveau d'évaluation. Avant, il fait ça. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant, Delphine, dans ce que tu dis, c'est que déjà, tu vas t'auto-évaluer. C'est Oui. important, c'est que tu puisses, toi, t'évaluer sur ce que tu as fait, sur ce que tu as appris, comment est-ce que tu es monté en compétences. Mais ton manager, il va peut-être aller évaluer aussi ta progression, ton amélioration d'une manière différente que va le faire le responsable L&D ou le responsable RH ou le talent director dans l'organisation. Donc, encore une fois, d'où la difficulté. C'est qu'est-ce que je veux mesurer, par qui je veux le faire mesurer, quel compte je veux rendre finalement à ma direction pour pouvoir lister, faire des listes de tout ce sur quoi on a envie de mettre l'accent, mettre le point, pour pouvoir mettre des méthodes, des actions, des choses en place qui vont vous permettre, sur chacune de ces lignes que vous auriez listées, d'avoir des choses concrètes finalement à présenter. Un immense merci Delphine pour ces précisions. J'ai une petite question dans le chat, une question du coup de Rebecca Geff qui parlait quand vous parlez de rating. Alors moi j'ai la réponse, mais je vais te laisser répondre si tu le peux, Rosita. Quand vous dites rating, c'est un NPS mis en place, le fameux Net Promoter Score. Pour moi, c'est pas exactement ça, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. C'est pas vraiment un NPS, mais c'est vraiment comme quand vous allez sur Internet, on vous demande d'évaluer un commerçant, un restaurant, etc. C'est vraiment, comment dire, issu du social learning, des réseaux sociaux. Et donc, il permet d'évaluer la formation sur 5 étoiles, entre 1 et 5, et de laisser un commentaire. Voilà, c'est simplement ça. Et voilà, ça me donne déjà une première vue des retours. Mais Rebecca, en effet, on n'est pas très loin de ce fameux Net Promoter Score. Il y a une toute petite différence entre les deux. Mais en tout cas, merci Rosita pour ces précisions. Une question aussi de Charline Sauvourel qui dit combien de temps dure ce micro-doing? Alors, première question, c'est par session, c'est combien de temps un micro-doing? Et ensuite, sur la durée globale, c'est-à-dire qu'ils vont faire un micro-doing et puis ils vont peut-être en refaire un 2 mois après pour aller valider que tout ce qu'ils avaient fait pendant le premier a été bien mis en place. Est-ce que tu peux... Alors du coup, il y a cette notion de durée, mais cette notion de période aussi. Oui, alors, comme je vous disais, c'est tout de suite après la formation qui ont suivi. Et donc, c'est par campagne, en fait. Donc, la campagne qu'on va tester, elle va durer 45 jours. D'accord. Et le micro-doing en lui-même, à l'initiative de cette campagne, c'est quoi? C'est un quart d'heure? C'est 20 minutes? C'est 1 heure? C'est vraiment quelques actions
par semaine ou par jour que je peux définir. Donc, après, c'est au collaborateur de donner, de mettre le curseur. Est-ce que j'en fais beaucoup? Est-ce que je me limite à 2 ou 3 actions? En tout cas, c'est le minimum, c'est 2 actions. Donc, 2 actions par semaine sur ce qu'on a appris. Alors, après, ce qui est important, c'est transformer la théorie de la formation en action. Parce que il y a le programme de formation, mais qu'est-ce qu'on attend derrière? Quelles sont les actions qu'on attend derrière des collaborateurs? Donc, notre travail à la formation, c'est aussi de transformer la formation en micro-actions. Et les micro-actions sont faites voilà, sur une durée. En fait, après, ils reçoivent, comme on dit, des relances, mais sur une durée de 45 jours. Complètement. Et après, à l'étude, évidemment, on va tout analyser. Oui, et d'où la difficulté, encore une fois, d'aller tout analyser. Il y a peut-être des choses à faire étape par étape. D'ailleurs, il y a Luc Perrenou qui nous dit, est-ce que la mesure du niveau de confiance individuelle post-formation ne serait pas un indicateur peut-être plus important que le ROI? Cela a directement un impact sur toutes les étapes du modèle Kirkpatrick. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus, vraiment sur, encore une fois, ne pas aller surinvestir pour aller mesurer l'impact de la formation, alors que concrètement, on peut déjà mettre en place des actions qui sont relativement simples pour avoir un premier retour de l'apprenant sur son niveau de confiance par rapport à ce qu'il a appris et par rapport à ce que sa direction lui a proposé. Il y a une remarque aussi de Simon Laurent qui dit « Si on multiplie des moments d'évaluation / ancrage et par définition, l'investissement n'est-il pas de façon perverse plus difficile d'avoir un ROI ?» Encore une fois, si je puis me permettre, sur toutes ces notions, plus vous allez passer de temps sur une tâche spécifique, moins vous allez passer de temps sur une autre. À vous d'aller faire la balance finalement et de mettre les efforts là où vous pourrez arriver à compléter ces fameuses lignes que vous allez lister pour pouvoir mesurer l'impact de cette formation. C'est compliqué, on le sait, c'est un sujet qui est compliqué. On vous a donné quelques premières billes aujourd'hui. Dernière petite question. Attends, oui, pardon. Juste pour préciser, en fait, à partir du moment où on décide de faire une formation, donc on a un objectif professionnel qui se décline ensuite en objectif pédagogique. Mais l'idée, c'est dès le départ, dès qu'on a un objectif, on doit se dire comment je vais l'évaluer avant même de construire la formation. Si on démarre pas comme ça, on est foutu, en fait. On ne construit pas une formation en disant bah, tiens, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ci, c'est super, et puis tiens, si on parlait de ça, j'aime bien, et puis on va faire un jeu, et puis non. On a un objectif, comment on veut l'atteindre, mais surtout comment on va l'évaluer, comment on va savoir qu'on l'a atteint. Et donc, on construit son évaluation, et après, on se dit bah, pour atteindre cet objectif, de quoi j'ai besoin comme compétences, comme connaissances, comme machin, comment je vais les amener, patati patata. C'est un truc qui se fait, c'est un projet qui se fait à rebours, en fait. Si on ne fonctionne pas comme ça, si on construit toute sa formation, puis après on se dit, bah tiens, comment je vais évaluer ça? Ça va être compliqué, parce qu'on aura mis plein de trucs, ça aura été construit n'importe comment. Donc, vraiment, c'est dans la façon dont on construit sa formation. Si on commence par dire, je veux atteindre tel objectif et la formation est le bon moyen pour l'atteindre, bah attends, comment je vais l'évaluer? Ok, super, voilà. Et donc, on sait ce qu'on veut évaluer et comment on va l'évaluer. Après, ça paraît plus simple de construire sa formation. Oui, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est tout simplement d'aller se tester. C'est quand tu fais une formation, moi j'ai participé à pas mal de formations, que ce soit en ligne ou en physique, finalement, dans une classe. La première chose que j'ai eue à chaque fois, on fait la formation pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et à la fin, on vous demande tout de suite de vous tester. Et c'est la première chose à faire, ce qui ne va pas forcément permettre d'aller mesurer l'impact de la formation, mais ce qui va pouvoir permettre d'avoir un premier état des lieux, et c'est ce plus petit pas possible que vous pouvez faire, c'est de demander aux apprenants d'aller se tester et de valider que ce que vous avez proposé a bien rempli finalement ces objectifs que vous vouliez atteindre. Les objectifs de formation. Donc là, on est au niveau 2, les objectifs de formation. Tu as appris un nouveau truc, tu es capable de le faire. Tout de suite, à chaud, en sortant de la formation, tant mieux, parce que tu viens juste de l'apprendre, donc c'est quand même bien que tu l'aies en tête. Après, si tu le remesures 3 mois après ou 6 mois après, pour voir si c'est toujours actif dans ta mémoire. Et puis après, c'est surtout comment tu t'en sers quotidiennement. Et là, on passe au niveau 3. Donc, voilà.
Très bien. Il y a Simon Laurent, toujours Rosita, une question pour toi. Hein. Comment êtes-vous parvenu à obtenir un pourcentage de rating de 80% de retour, hein, finalement, complété par nous avons des systèmes similaires en interne de mailing automatique et parvenons difficilement à obtenir 3% de retour. Alors, j'imagine que les canaux de communication, Rosita, que tu utilises pour aller demander aux collaborateurs d'aller évaluer cette formation, ils sont divers, ils sont variés, ils sont physiques, il y a une en ligne. Est-ce que tu peux nous donner des précision. là-dessus Les 80%, ce que je veux dire, ce n'est pas qu'à chaque formation, j'ai 80% qui évalue. Ce que je veux dire, sur un catalogue de nombre de formations, je parle là de digital, hein, parce que le rating, c'est qu'est-ce sur la formation digitale. Sur les 1000 formations, admettons, j'invente un nombre, j'en ai 80% qui sont évaluées. Donc, c'est au moins une fois. Avec ce système des étoiles hein, dont tu parlais. Alors, le système des étoiles, il se déclenche automatiquement à la fin de la formation. Donc, il a suivi le module, il est arrivé à un taux de pourcentage. Donc, il est considéré terminé, le statut de notre formation, parce que là, on doit aussi on rentre dans la logique du LMS. Hein, il n'y a pas, il n'y a pas de recette magique. Et donc, quand c'est considéré terminé, il reçoit ce pop-up qui lui demande d'évaluer avec le système d'étoiles. Il peut tout à fait le faire, ou sinon ne pas le faire du tout. Donc, ça, c'est ce que je veux dire. Par contre, le système de mailing, ça veut dire les formations, les mails automatiques envoyés après une formation présentielle, parce que là, on rentre dans le domaine Calliope, voilà, effectivement, on a plus de mal à les obtenir et on est aux alentours de entre 10 et 15%, pas plus. Voilà. Et alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On réenvoie après 14 jours. Voilà. Après, on s'arrête parce qu'on ne va pas non plus les harceler. Mais voilà, c'est ce système de répétition une fois ou deux envers l'envoi de mails automatiques. Super, merci beaucoup Rosita. Nous arrivons à la fin tranquillement de ce webinaire sur le Return on Learning. J'espère que vous aurez appris ce matin des choses qui vont vous aider, vous éclairer, vous donner quelques billes aussi pour vous améliorer aussi sur le futur, sur la mesure de l'impact de la formation dans vos organisations. Il y avait une dernière petite question de Gwen à laquelle j'aimerais pouvoir répondre. Appliquez-vous cela avec du personnel, avec des profils plutôt opérationnels sur le terrain ou plutôt profils admin ou managériaux? Delphine, avec toute l'expérience que tu as avec ces 14 ans dans des organisations qui sont diverses et variées, qui ont des activités diverses, avec des profils qui ont différentes expériences, fonctions. On applique ça en fait un petit peu partout, mais encore une fois, on va l'appliquer différemment et on ne va pas les mesurer. Je dis n'importe quoi, chez Sodexo, l'impact d'aller faire un plat, comme on va aller évaluer le feedback chez un manager chez Air France. Hein. Toutes ces notions sont complètement différentes. Vous voulez peut-être dire un mot de la fin, Rosita, Delphine, sur cette question? C'est une bonne remarque. Merci, Carla. Effectivement, alors pour l'instant, le manager, il n'est pas encore, impliqué dans la notion de micro-doing, mais c'est une étape qu'on va se réserver à plus tard. On va déjà démarrer. Et puis, mais en tout cas, j'y crois à 100%. Le manager, il est fondamental dans le développement du collaborateur. Et donc, c'est une étape à représentant un contact. Delphine, le petit mot de la fin? Oui, alors en fait, moi j'étais d'accord avec ce que tu disais. En fait, ça s'applique à toutes les cibles, quelles que soient les cibles. En fait, c'est plus le principe de formation et d'évaluation de l'atteinte des objectifs de la formation. Donc, quelle que soit la cible à laquelle ça s'applique et quel que soit le type de formation, que ce soit une formation technique, comme tu l'expliquais chez Sodexo, une formation pratique, technique, ou une formation sur des soft skills, ça peut aussi s'évaluer, tout à fait. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Il est 11h50. Nous avons 5 petites minutes de retard. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Vous avez été particulièrement nombreux. Merci pour tous vos échanges également qui se sont faits dans le chat. Nous avons tenté de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. On n'a pas répondu à tout. Néanmoins, ce sont des sujets que l'on pourra continuer hors ligne, d'échanger hors ligne avec Delphine, avec Rosita. Un immense merci à tous. Soyez curieux.
Et comme le dit cette image aussi, enjoy your job, hein, c'est clé aussi pour mieux apprendre. Bah, il faut être passionné finalement sur ces sujets sur lesquels on apprend. Parfois, on a des obligations de formation, parfois on a des envies de formation. Ce qu'on essaie de faire, nous, au quotidien, en tout cas, c'est de faire que cette formation soit le plus agréable possible et surtout de le faire avec fun et avec engagement. Un immense merci Delphine Moncorgé, fondatrice de Jao Learning, et Rosita Piccolo, chef de projet L&D chez Air France. Passez une excellente journée tous et à très bientôt pour le prochain webinaire Good Habits. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Bonne journée.